Bienvenue dans Pêche Passion. Alain Ferrari est un pêcheur d'exception. En ce moment, il a un peu délaissé la compétition pour se consacrer à une école de pêche. Il nous emmène pêcher dans les étangs de la Haute-Somme. La recette de la semaine, aujourd'hui une magnifique recette pour un excellent poisson de mer pas facile à capturer, le turbo que l'on préparera rôti et accompagné d'une sauce au pinot noir. Les étangs de la Haute-Somme, très anciens, sont traversés par le cours de la Somme et ont une superficie considérable. La qualité de l'eau et le peu de profondeur en font un véritable paradis pour les cyprinidés pour qui les conditions de reproduction sont optimales. Donc là, on est dans la Haute-Somme, on va faire une partie de pêche au blanc. En barque, on va essayer d'attraper des gardons, des brèmes et quelques tanches. Apparemment, le temps est favorable, donc on devrait bien s'amuser, il n'y a pas trop de vent. Ça devrait être une belle journée. Voilà, donc le matériel emmené, en fait un panier arrive, tout le matériel dans le sac, les seaux, l'amorce, les tamis et la bourriche, le strict nécessaire en fait. Il ne faut pas trop s'encombrer quand on pêche en barque pour éviter de faire fuir les poissons, pas faire trop de bruit. Voilà, on va y aller. On y va. Donc là, on pénètre dans l'étang. Les étangs de la Haute-Somme qui sont réputés très poissonneux et qui le sont en fait avec une population piscicole très riche et très variée. Gardons, tanches, brèmes, aussi rotangle, carpes bien sûr, anguilles, de superbes anguilles avec pas très loin d'ici, les anguillères. Bon, on va s'installer. On va se mettre dans le courant alors. Bon, peut-être monter un peu le matériel maintenant. Allez, je vais monter un petit peu le matériel maintenant. Comme ça nous évitera de faire trop de bruit sur le lieu de pêche. Parce qu'il faut savoir qu'une barque, eh ben, ça résonne. Et les poissons, eh ben, j'aime pas trop ça en fait. Donc autant mettre toutes les chances de notre côté. On va tout installer maintenant. Et quand ce sera prêt, on ira directement, tranquillement, en se laissant glisser sur l'eau. Pour éviter le bruit. Alors là, je vais monter une petite canne en fait. Ça c'est ma canne de compétition. Mais bah là, c'est pas la peine d'utiliser une aussi grande canne. Donc je prends en fait l'équivalent d'un kit, c'est-à-dire à peu près 4 mètres 50, 4 mètres 70 à peu près. Voilà. Voilà pour la canne. Maintenant les puisettes, parce que dans ces étangs, il faut savoir qu'il y a de très gros poissons. Alors on va peut-être faire que des petits poissons, mais si on a la chance de piquer une tanche ou une belle brème, eh bien l'épuisette est indispensable. Ça nous permet d'éviter la casse en fait. Donc je monte le manche. Voilà pour le manche. Bon, le fourreau, je ne vais plus en avoir besoin. Donc il faut savoir que pour la pêche en barque, il faut être très organisé. Il ne faut pas chercher après le matériel, il ne faut pas être gêné dans ses mouvements. Il faut vraiment bien penser. De toute façon, la pêche, que ce soit en barque ou sur le bord, c'est une question d'organisation. Si vous êtes bien organisé, vous faites beaucoup plus de poissons, vous êtes plus rapide, plus précis. Voilà, donc pour la canne, c'est une canne à emmanchement en carbone. Donc, sillon, porte-sillon télescopique. Voilà, donc le bout fluo pour bien repérer le sillon et l'élastique intérieur pour amortir les coups de tête des poissons. Je crois que là on va bien s'amuser parce qu'il n'y a pas trop de vent. Je ne sais pas s'il va pleuvoir.
Ce matin, il nous annonçait un peu de pluie, mais bon, on verra bien. De toute façon, on est équipé pour. On a la veste. On verra bien. De toute façon, la pêche, ça se pratique pas toujours sous le beau temps. Même plus souvent sous la pluie. Voilà, là je vais vous montrer la botte à hameçons. En fait, ce sont les hameçons montés. Donc ils sont tendus. Hein, en fait, voilà. Les hameçons tendus, tous à la même distance, la même longueur. Pour si jamais j'ai une casse, au moins dès que je remets un hameçon, je repêche tout de suite à la même profondeur. Je sais où sont mes poissons. Je perds pas de temps. Voilà, donc là ce sont les hameçons. Cette taille-là pour les eaux stagnantes. Vous voyez, ils sont là. Là je tiens le nylon et l'hameçon est ici. En fait, tendu entre deux clous. Pour éviter que le bas de ligne ne se vrille, qu'il soit bien tendu. En fait, c'est très très important. C'est cette partie-là qui va être en contact direct avec le poisson. Donc il faut soigner. Bon, il faut déjà soigner la ligne, mais cette partie-là, c'est très très important. Cette longueur-là, pour les eaux courantes, donc la rivière, donc une longueur un peu plus importante. Toujours tendue entre deux clous. Encore une fois, avec un nylon un peu plus fort, forcément, puisque en rivière, on va s'intéresser à des poissons un peu plus gros. Donc il est important de choisir le bon bas de ligne. Voilà. Donc on va refermer. Et on va aller s'installer sur notre lieu de pêche. Donc on va aller se mettre là-bas parce que là-bas il y a un petit courant. Et on risque de faire une belle petite pêche de gardon dans un petit courant. On va s'installer là entre les deux piquets de bois. Donc là j'essaye absolument de ne pas faire trop de bruit pour éviter d'effaroucher les poissons. Donc là je vais vous montrer en fait le matériel nécessaire pour la pêche d'aujourd'hui. Pour la pêche même au cou, mais bon, j'ai quand même pris ce qu'il fallait pour aujourd'hui. Alors, les plombs, les cendrés, donc de 1 à 13, même numéro 14, là, ici, c'est vraiment de tout petits plombs pour équilibrer. Je m'en sers très très rarement, il faut bien l'avouer, numéro 14. Hein. Ici, les tubes de mystique. Alors, c'est quoi du mystique? C'est un appât synthétique en fait. Ça fait sourire pas mal de pêcheurs, mais il faut savoir que ça peut sauver parfois quelques pêches. J'ai vu bien des parties de pêche où on ne prenait rien, et grâce au tube de mystique, on arrivait à prendre quelques poissons. La paire de ciseaux qui sert à couper le nylon, pour couper nettement le nylon, pour faire une ligne bien propre. Les sondes, donc les sondes, différentes sortes de sondes. Les sondes Stonfo en fait, voilà. Et les anciennes sondes que nos grands-pères utilisaient, mais qui sont encore quelquefois intéressantes, les sondes crocodile, en fait. Hein, voilà. Donc les sondes, ça ce sont des sondes pour la rivière, des sondes pour l'étang, Stonfo. Ok. Les dégorgeoirs. Donc là j'en ai deux modèles à peu près identiques, et un troisième avec une pointe pour les nœuds. Si j'ai un nœud pour essayer de démêler. Quelques lignes, 3 lignes. On en parlera tout à l'heure. Encore quelques cendrés. Voilà, donc ça c'est le matériel nécessaire pour la pêche d'aujourd'hui en fait. Hein. C'est pas la peine d'en prendre plus, c'est pas la peine de vous encombrer. Avec ça, ça devrait se dérouler correctement. Voilà, on remet le tiroir. Bon, maintenant, on va passer à la ligne. La ligne utilisée pour ce type de plan d'eau. Donc ici, il n'y a pas trop de courant apparemment. Il y a un léger courant, ce qui va quand même nous faire venir le poisson plus rapidement sur le coup. Une profondeur moyenne d'1,50 m à 2 mètres à peu près, donc il va falloir utiliser une ligne de 0,30, je vais vous en montrer. Donc, les lignes. Ces lignes de cette forme-là, sans vent, donc pour une pêche où il n'y a pas trop de vent, avec une antenne métallique, pour des poissons chipoteurs, difficiles. Ces flotteurs de cette forme-là, pour une pêche dans la vague, où il y a un peu plus de vent, toujours avec une antenne métallique, pour des poissons chipoteurs. Ici, les poissons ne sont pas trop chipoteurs, ils mordent franchement. Donc on va utiliser un autre type de flotteur. À chaque type de flotteur, sa pêche. Là, nous avons des flotteurs antennes plastiques. Flotteurs en balsa, antennes plastiques. Donc des flotteurs qui tiennent un peu plus le vent, avec une antenne donc beaucoup moins fragile, beaucoup moins sensible. Voilà. La ligne utilisée aujourd'hui, on va prendre une 0,30 grammes, pardon. C'est marqué sur le flotteur, je vais essayer de vous le montrer. 0,30. Voilà. Équilibré avec quelques cendrés que vous voyez ici. Voilà la ligne type.
que nous allons utiliser aujourd'hui. On va ranger ça. Encore pour une question d'organisation. Voilà. Bon, je vais peut-être enlever ma veste parce que je dois vous dire que il n'y a pas de soleil, mais il fait lourd. Il fait lourd. Alors bon. Je fixe la ligne sur l'embout. Voilà. Et c'est parti. C'est plein de canards partout. Donc là, on va rajouter un petit bout de canne qui est là. Vous voyez, avoir tout à portée de main, c'est très très intéressant. Et c'est très important surtout. Parce qu'on va pas... il faut pas chercher après son matériel. Voilà. La ligne de longueur égale à la canne. Hop, on y va. Je pose la canne, j'installe un bas de ligne. Vous voyez l'intérêt d'une boîte à bas de ligne? Je pose ma ligne, j'ouvre la boîte, je saisis un hameçon. Hop, il est tendu, prêt. Vous verrez que ça va très très vite. Je prends la ligne. Je passe la boucle dans la première, l'hameçon dans la deuxième. Je tire et vous allez voir. Et voilà. L'hameçon est fixé. Alors le sondage, il faut quand même vous dire une chose, c'est que c'est très très important. Il vaut mieux perdre un tout petit peu de temps à sonder, mais vous voyez là on est pas mal, là. On est même très bien. Vous voyez? Tac. Là on est bien. Parce que si vous sondez mal, vous pêchez forcément mal. Donc attachez beaucoup d'importance au sondage. Voilà, j'en retire l'équivalent de la sonde, terminé, j'y touche plus. Je prends mon amorce et on y va. On amorce. Voilà, donc là j'amorce. On va en mettre un quand même. Parce que il faut faire venir le poisson. Vous voyez le nuage que ça crée dans l'eau? Ça crée un nuage de particules. Et le poisson, avec l'aide du courant, le poisson va remonter sur l'amorce pour venir manger ce que je lui jette actuellement. C'est en fait ce qui va faire venir le poisson sur notre cou. Tout simplement. Tout simplement. Un verre de vase. Et on y va. Je vérifie une chose. C'est bon. Allez. Je pose ma ligne. Là, on devra arriver dans la zone où le poisson se situe à peu près. Vous voyez? Est-ce que vous voyez le flotteur qui s'enfonce? Vous voyez, le poisson est un petit peu plus bas. Un gardon qui se différencie par sa robe un peu plus verte et ses nageoires vraiment orange. Superbe poisson. Hop, j'ai toujours aimé la nature, hein. Ça a toujours été ma passion, j'ai toujours été très proche de ça. Et puis j'ai commencé la compétition après mon accident. J'ai eu mon accident il y a une dizaine d'années maintenant. Puis j'ai rencontré Didier Guessard qui est en équipe de France, qui m'a poussé un peu à démarrer la compétition. Et puis j'ai dit pourquoi pas, j'ai essayé, puis en fait j'ai eu quelques résultats, j'ai eu pas mal de chance et ça s'est bien passé pour moi. Et puis j'ai commencé la compétition comme ça. Bon, maintenant je fais plus de compétition, je m'axe plus vers les enfants, je dirige une école de pêche dans mon village à Cambron. Mais la compétition je laisse un petit peu de côté. Encore une ablette. Vous voyez? Hop là. Hop. Dans la bourriche. L'année prochaine, en collaboration avec le comité du tourisme de la Somme, il y a un projet qui va être mis en place sur un week-end.
des gens, des adultes pourront venir pêcher. Je serai chargé de les aider à apprendre la pêche ou au perfectionnement. Donc ces personnes viendront un week-end et nous irons pêcher ensemble sur un plan d'eau. Un gardon. Pour l'instant, comme l'amorce a nuagé un petit peu, ça a attiré tout de suite les ablettes. Hein. Mais bon, les brèmes vont venir. Les brèmes vont venir. Alain Ferrari possède un magnifique palmarès de pêcheur de compétition. Il a été 3e au championnat de France de 2e division en 1994 à Limoges, 5e au championnat de France de 1re division en 1995 à Orléans, année où il gagne le Grand National à Chantilly, 7e au championnat de France de 1re division en 1996 à Angers, 1er au championnat de France au Moulinet de 1re division en 1996, et j'en passe. Alain Ferrari est un exemple pour tous ceux que l'adversité a terrassés et à qui il donne des raisons de ne pas perdre espoir. Bon voilà, hein, la partie de pêche se termine. Alors on n'a pas fait ce qu'on voulait. Moi je voulais faire des gros poissons, apparemment ils ne sont pas venus. Alors pourquoi, je sais pas. Peut-être qu'il y a eu un manque de soleil. Le manque de soleil, ça n'a peut-être pas fait monter les gros poissons. J'ai pris principalement de la blette, un peu de gardon, quelques petites brèmes, mais bon, pas beaucoup. Alors je sais pas pourquoi, mais enfin bon, c'est certain, la plupart des pêcheurs dont je fais partie essayent de toujours trouver une excuse. Hein. On fera certainement mieux la prochaine fois. Elle va repartir, tout le monde va repartir. Hop. Et voilà. Pas un mort. C'est le plus important. Monsieur Paul Bajol, du Moulin du Landion, à Dolencourt, nous mitonne une recette de poisson de mer qui va vous réjouir les papilles gustatives. Voici le mode d'emploi détaillé du turbo rôti au pinot noir. Bonjour, je suis Monsieur Paul Bajol. Je vous invite à partager une recette qui va vous être présentée au Moulin du Landion à Dolencourt. Et il s'agira d'un filet de turbo rôti au vin rouge de Champagne. Nous allons donc avoir besoin pour cette préparation, bien entendu, d'un filet de turbo de vin nature de Champagne rouge. Il faudra prévoir également pour la recette un petit peu de lit de vin, du sucre, du sel. Pour la garniture de l'assiette, quelques pois mange-tout, du beurre, un demi-citron. Alors nous aurons soin également de prendre un petit peu de brin de ciboulette pour garnir l'assiette, quelques oignons grelots, une échalote que l'on émincera finement ainsi que du lard fumé. La première opération va donc consister à glacer nos petits oignons qui vont servir pour la garniture. Pour ce faire, nous allons mettre dans une petite casserole nos petits oignons avec de l'eau juste à hauteur des oignons, une pincée de sel, une pincée de sucre en poudre, 2 ou 3 moulins de tours de moulin à poivre et une petite noix de beurre. Ceci étant, nous allons mettre cette casserole à bouillir et attendre la réduction complète de l'eau, le beurre et le sucre, glaçant ainsi les oignons pour les caraméliser légèrement. Nos oignons sont donc sur le feu
Et pendant ce temps, nous allons commencer la préparation de la sauce avec la réduction de vin rouge. Nous allons maintenant hacher notre échalote pour la réduction. Cette échalote est mise dans une casserole avec une pointe de sucre pour couper simplement l'acidité du vin. Nous allons verser notre vin nature de Champagne à raison d'un petit décilitre par personne et commencer cette réduction sur le feu à côté des petits oignons. Voilà donc notre réduction de vin rouge qui est en train de s'opérer et l'ébullition de nos petits oignons qui vont terminer de se glacer. Et nous allons ajouter maintenant la lie de vin dans cette réduction de vin rouge. La réduction de la lie de vin étant opérée, nous allons ajouter le dernier élément de la sauce, c'est-à-dire le jus de veau, qui va lier cette sauce en réduisant. Et nous allons laisser réduire ça tout doucement sur le coin de la plaque pendant que nos oignons, dont l'eau est pratiquement évaporée, vont commencer à dorer. Nous allons passer à la préparation des petits lardons pour la dernière partie de la décoration de l'assiette et de la sauce. Et nous allons nous occuper maintenant de la cuisson par elle-même du filet de turbot en beurrant un plat, soit au pinceau, soit avec le bout des doigts, selon le beurre que l'on a, s'il est très mou, s'il ne l'est pas. Toujours un petit peu d'eau dans le fond du plat. On va saler légèrement le côté peau que l'on met sur le fond du plat. Un petit peu de sel de Guérande si on en a, sinon on peut se contenter de sel fin. 2-3 tours de poivre du moulin et on remet une petite noix de beurre partagée en morceaux sur le filet de turbot qu'on va mettre au four, tout simplement. Notre turbot est maintenant au four pour 3 à 4 minutes à 200 degrés. Nous allons, pendant ce temps, préparer l'assiette de notre convive, c'est-à-dire la décorer, le temps de la cuisson et le temps de finition de la sauce et des petits oignons. Et ensuite, nous dresserons le turbot que nous irons chercher dans notre four, bien entendu. Donc la décoration, c'est à la discrétion de chacun. Moi, j'avais choisi aujourd'hui quelques petits pois gourmands parce que c'est la saison. Notre sauce et nos petits oignons sont prêts. Nous allons aller les chercher sur le fourneau. Voilà, il nous reste à rectifier un petit peu l'assaisonnement. Lier légèrement la sauce avec une noix de beurre en fouettant énergiquement. Surtout ne pas cuire le beurre à ce stade de la préparation. Nous allons donc rajouter nos petits oignons glacés qui ont pris une belle couleur blonde. Nous allons en garder 3 pour mettre sur le filet de turbot.
nos petits lardons qui vont donner un léger goût de fumée à la sauce. Surtout ne pas les cuire avant, juste les réchauffer dans la sauce puisqu'il s'agit de tranches de poitrine fumée. Et nous allons dresser cette sauce sur notre assiette. Voilà le turbo rôti. Nous le mettons très rapidement sur l'assiette parce qu'il faut que ce soit servi chaud. 2-3 petits oignons sur le turbo et une petite branche de persil là pour le décorer. Et nous en avons terminé. Bon appétit! La semaine prochaine, Pêche Passion vous emmènera dans l'Aube où Marc Petitjean vous invitera à pêcher à la mouche en réservoir, une technique qui compte de plus en plus d'adeptes. Gardons la pêche!